Très bien. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes réunis pour ce nouveau cyberéthique qui portera sur les réflexions autour de l'avis 140 du Comité consultatif national d'éthique, repenser le système de soins sur un fondement éthique. Je ne reprends pas les éléments de l'argumentaire que vous avez lu. Pour nous concentrer sur la question essentielle que nous allons aborder ce soir. Nous sommes dans une situation de limitation de moyens. Les plus optimistes la voient pour plusieurs mois, les plus pessimistes la voient pour plusieurs années. Clairement, les listes d'attente augmentent, les délais deviennent difficiles à accepter. Et la question que nous allons envisager ce soir, est-il envisageable et possible de définir des règles éthiques de priorisation à l'accès aux soins? Il y aura 5 intervenants. Le docteur Pascal Jalon, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère, Madame Emmanuelle Gomez, vice-présidente du conseil de l'Ordre des infirmiers départemental de l'Isère, Madame Géraldine Dalloglio-Brambilla, juriste représentante du département universitaire des patients Grenoble-Alpes, le professeur François Chapuis, directeur de l'espace de réflexion éthique, Auvergne-Rhône-Alpes, et le professeur Jean-Étienne Bazin, anesthésiste réanimateur, conclura, co-directeur de l'espace de réflexion éthique, Auvergne-Rhône-Alpes. La modération sera assurée par moi-même et par Éric Laporte, chargé de mission de l'espace de réflexion éthique. Comme vous l'a rappelé Éric, vous avez toute l'attitude de poser par chat vos questions au cours des 5 interventions qui se succéderont. Nous y répondrons lors de la fin dans l'enregistrement des 5 intervenants. Et ensuite, bien entendu, et nous vous attendons, il sera question de poser des questions orales. Et on va être une quarantaine au total. Eh bien, il sera tout à fait facile d'avoir une conversation animée, je l'espère, autour des problèmes difficiles auxquels nous sommes confrontés ce soir. Pascal, je vais te passer la parole. Bonsoir, j'espère que vous me voyez bien, que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Bonjour à tous tout d'abord. Donc, je suis Pascal Jalon, ancien médecin généraliste et puis donc président du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère. Et je suis également conseiller ordinal national où je fais partie de la section éthique et déontologie. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier l'espace éthique réflexion de Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier Pierre-Simon Joux qui a bien voulu m'inviter, me faire participer à cette table ronde. Euh, En tant que président du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère, je fais partie à Grenoble de la cellule territoriale. C'est une cellule territoriale qui a été mise en place lors du Covid et où on a toutes les structures, tous les établissements sanitaires sont présents pour discuter des problématiques qu'ils ont. Et ce qui est remonté dernièrement, depuis quelques mois, c'est la problématique de la pédiatrie et en particulier de la chirurgie pédiatrique, puisque actuellement au CHU de Grenoble, et je pense que tous les CHU et tous les hôpitaux vont être confrontés à ça, c'est qu'il n'y a plus d'IBAUD, il n'y a plus de personnel pour faire tourner les blocs. Et donc là, on est dans la priorisation des soins qui est en train de se mettre en place. Malheureusement, on est obligé d'envoyer les enfants se faire opérer dans d'autres services, et ce qui pose énormément de problèmes. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Alors, je vais revenir, on va tous revenir sur la dernière crise où on a eu des limitations et des tris à faire, hein, c'est la crise Covid, bien sûr, où on a eu une limitation des moyens, avec bien sûr l'absence de protection, de grosses inconnues. Et le premier enjeu qui s'est imposé aux médecins, c'est un impératif de santé publique.
et ce qui a été un renversement des priorités habituelles. Ainsi, les enjeux de santé publique et des stratégies, c'est plutôt un choix collectif. Alors que le médecin qui est face à son patient, c'est un choix individuel, c'est lui qui fait le choix de prioriser ou pas le patient. Alors, on en a discuté avec les réanimateurs qui ont eu ces difficultés. Ça s'est plutôt bien passé pendant la crise Covid pour la réanimation, j'entends, hein, puisque, a priori, il était ça s'adressait d'abord à des personnes âgées et pas à des enfants. Et donc, les personnes âgées, certaines personnes âgées, c'était pour eux, les mettre dans un service de réanimation, c'était plus dangereux que de les laisser finir leur vie sans avoir à les agresser par une réanimation. Donc, on voit cet enjeu qui existe entre le choix collectif et le choix individuel. Je voudrais, en tant que conseiller ordinal, je voudrais vous rappeler quand même quelques articles du Code de déontologie, hein. Je vais les survoler, hein. L'article 2, qui est le respect de la personne, mais en contrepartie, on a l'article 12 qui se rapporte à la santé publique. Et on voit bien que la primauté de la personne qu'on a avec l'article 2, eh bien, avec l'article 12, on a une exigence de santé publique. Donc, déjà, premier conflit entre les deux. Bien sûr, après, on a les articles 32 sur la qualité des soins, hein, qu'il faut assurer et qui assure une sécurité sanitaire, avec bien sûr les droits fondamentaux et les libertés individuelles du patient. Alors après, il y a le secret médical, bien sûr, qui doit être respecté, l'article 4. Et puis, on arrive à l'article 7 sur la non-discrimination. Et là, on voit également que le tri, il va falloir avoir une certaine vigilance vis-à-vis de ce tri pour ne pas faire de la discrimination purement et simplement. Et puis ensuite, on a quand même l'article 5 sur l'indépendance. Et là, le seul objectif de l'article 5, c'est l'intérêt du patient. Et on voit à nouveau que le médecin va être confronté entre ce choix qu'il aura à faire et la prise en charge de son patient. Alors bien sûr, on va rappeler l'éthique, hein, le respect des principes fondamentaux de l'éthique, hein, la préservation de l'intérêt du patient. Pour préserver l'intérêt de ce patient, il faut créer une relation de confiance. Et là, on va retomber sur la ligne 140 du code du CCNE, hein, où il parle de rétablir cette confiance entre le médecin et le patient, rétablir un dialogue qui a eu tendance à être escamoté un peu avec la technologie, bien qu'au contraire, la technologie devrait permettre de libérer du temps médical. Voilà. Et puis, le maintien de la solidarité entre tous les médecins, entre tous les professionnels de santé, pardon, et puis le patient. Et puis, je le répète à nouveau, c'est l'équité devant l'accès aux soins. Il faut que tous nos patients aient une égalité devant cet accès aux soins. La problématique, donc, il faut sauvegarder la dignité du patient et éviter le tri, mais en face, on a le principe de réalité qui va s'imposer, hein. C'est qu'on va être obligé de faire un tri parce qu'on n'a plus les moyens. Et pourquoi on n'a plus les moyens? D'abord parce qu'on n'a plus manque de personnel, manque de forces vivantes pour faire tourner les services, mais également manque de temps. On est tout le temps bousculé, on n'a pas le temps de discuter avec nos patients, on n'a pas le temps de discuter avec nos autres professionnels de santé. Et il va falloir prendre ce temps, et c'est également un des avis de l'article, un des éléments de l'avis 140. Hein. Et puis, il y a également la complexité de ces prises en charge qui sont de plus en plus compliquées et qu'il faut mettre en avant pour le bien-être de nos patients. Et face à tout cela, on peut dire que souvent, et l'avis 140 essaye de moduler un petit peu ça, le médecin est souvent seul pour prendre ses décisions et il faut à tout prix qu'on rétablisse la relation de confiance entre nous, tous nos professionnels de santé, de façon à ce qu'on puisse collaborer tous ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il va falloir qu'on ait une extrême vigilance
sur la priorisation qui va se mettre en place. Hein. Il va falloir garantir la pérennité des principes essentiels dont je vous ai épaulé. Hein. Et puis, il va falloir être très vigilant vis-à-vis des dérives qui sont possibles. Hein. Avoir des exigences de sécurité sanitaire, de respecter le droit à la personne, respecter la protection des données et, bien sûr, le maintien de la qualité des soins. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer mon intervention. Et voilà, je reste à votre disposition pour discuter de tout ça. Merci beaucoup, Pascal. C'était très intéressant de nous rappeler tous ces points fondamentaux. Emmanuel, je vais vous passer vous présenter, vous passer la parole. À vous. Je vous remercie. Donc, je suis Emmanuelle Gomez, je suis infirmière puéricultrice de formation et vice-présidente du conseil départemental de l'Ordre. Je tiens tout d'abord à remercier l'espace EREARA et particulièrement le professeur Jouk pour l'invitation du conseil à cette intervention. Nous avons été très touchés par l'invitation. Je vais vous faire un petit rappel sur le Conseil de l'Ordre des infirmiers, qui est une institution qui est plutôt jeune, et c'est une institution de droit privé avec des missions de service public qui assure principalement la régulation et la promotion de la profession. Aujourd'hui, l'Ordre des infirmiers compte 620 000 inscrits à l'échelle nationale et un peu plus de 10 000 dans notre département. L'Ordre des infirmiers n'intervient absolument pas sur le champ des syndicats. Et nous avons développé notre propos sur les éléments de la crise Covid, ses conséquences aujourd'hui et les pistes d'amélioration au regard de l'avis 140 du CCNE. Excusez-moi. Décale sur... Donc, la crise Covid a permis une mise en relief des soignants et de leurs exercices. Les usagers ont ainsi découvert des services de soins et la réalité des prises de décisions pluriprofessionnelles dans des situations graves, entre autres dans les situations qui se trouvaient en réanimation. Les applaudissements pour les soignants au cours de cette période ont révélé cette prise de conscience de la part de la population. Cependant, on ne peut pas ignorer le mal-être soignant qui avait débuté bien plus tôt qu'au début de la crise Covid, avec les soignants qui se souviennent des grèves des urgences qui ont débuté 2 années avant la crise Covid, sans pour autant avoir eu de relais dans la population générale. Donc la crise, vraisemblablement, est plus ancienne que la crise sanitaire que nous avons pu rencontrer. Par ailleurs, au cours de cette période de crise sanitaire, les soignants ont pu constater que sans la chape administrative, ils ont pu avancer et mieux se coordonner sur cette période. Il y a eu de l'entraide, il y a eu de l'interprofessionnalité qui s'est mise en place et sur laquelle on peut peut-être aujourd'hui s'appuyer. Les infirmiers, pendant cette crise, ont joué un rôle important, tant dans la proximité pendant cette crise, puisqu'ils étaient en première ligne tant à l'hôpital qu'en ville, où ils étaient les seuls à encore visiter les patients à leur domicile. Ils ont accompagné à domicile les consultations de médecine par le biais des téléconsultations accompagnées. Et ils ont été nombreux à aller au domicile du patient qui était atteint par la Covid au cours de visites domiciliaires sanitaires infirmières, qu'on appelait également VDSI, afin de leur proposer un accompagnement éducatif lié à la maladie. Du point de vue hospitalier, mais également en ville, il y a eu des baisses de consultations et des sollicitations des professionnels de santé pour des causes non Covid. Cela a eu pour conséquence une perte de chance dans les prises en charge de pathologies lourdes, notamment. Et dans ce contexte, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes tous des usagers du système de santé, y compris les professionnels de santé, et qu'à ce titre, nous sommes tous concernés par la baisse des créneaux de prise en charge et cette priorisation qui doit voir le jour.
Pendant cette crise, on a également pu voir émerger des comportements non dignes par la persuasion pour une vaccination des soignants et les polémiques et débats qui ont été autour des non-vaccinés. Des suspensions qui s'en sont suivies pour ceux qui n'ont pas fait le choix de la vaccination. Même s'ils ont été très minoritaires, ça a entraîné des tensions au sein des professions de santé. Et en 2023, la réintégration des professionnels non vaccinés a pu laisser de l'amertume pour des professionnels de santé qui ont respecté les politiques de santé de l'État à l'époque. Le fait que cette réintégration des soignants repose sur des éléments scientifiques et éthiques, d'après le ministre de la Santé, sont peut-être de manière générale acceptables, mais quid de l'éthique individuelle de ces soignants qui n'ont pas choisi de respecter les politiques de santé de l'État. Aujourd'hui, on assiste à une explosion du mal-être des soignants, à des refus de patients qui s'accentuent alors que notre système de santé est basé sur des principes de justice sociale et de respect inconditionnel des personnes soignées et de ceux qui soignent. L'éthique individuelle des soignants se trouve ainsi malmenée et contribue à des tensions individuelles ou collectives. Dans ce contexte, il est important de revenir sur les bases du travail soignant que l'on retrouve dans la déontologie de chaque profession de santé, à savoir, je dois soigner tout le monde par respect d'égalité d'accès aux soins et de justice sociale, et également sans discrimination, en respectant inconditionnellement les personnes soignées et les soignants. Les soignants, dans leur exercice quotidien, veulent tous soigner dignement et correctement, dans le respect de la personne et des soignants, avec la connaissance et la reconnaissance interprofessionnelle du métier de chacun. Cette reconnaissance, elle passe par la valorisation des savoirs expérientiels, mais aussi par l'amélioration du lien ville-hôpital. Pour les infirmiers, cela passe par la reconnaissance de leurs compétences qui se heurtent à des résistances institutionnelles. On peut cependant noter les spécialités infirmières, puéricultrices, infirmières de bloc opératoire ou infirmiers anesthésistes qui permettent une prise en soin des patients efficiente et l'organisation de la prévention en santé. Et le métier d'IPA, d'infirmier en pratique avancée, qui émerge depuis 2018 et pour lequel la Cour des comptes vient de rendre un rapport intitulé « Les infirmiers en pratique avancée, une évolution nécessaire des freins puissants à lever » et pour lesquels on peut se questionner sur leur place et leur utilité dans une situation dans laquelle nous nous trouvons sur l'accès aux soins. On peut noter quelques pistes pour améliorer l'accès aux soins et le travail interdisciplinaire. Ce serait favoriser le travail interordre, notamment avec les comités de liaison des institutions ordinales, qui est une association qui regroupe tous les ordres et qui est assez récente, mais qui pourrait permettre l'interdisciplinarité, la discussion entre métiers et pouvoir se comprendre et se connaître les uns les autres. Favoriser la pluridisciplinarité dans nos exercices, avec le respect des professions de santé qui passe par l'écoute et l'aller vers les autres professions de santé. Notamment écouter et s'informer sur le développement des nouveaux métiers, notamment l'infirmière en pratique avancée, et ne pas oublier intégrer la ville dans les problématiques et dans les discussions hospitalières. Et pour conclure, je reviendrai sur l'avis 140 qui appelle à assurer à tous les conditions d'une vie en bonne santé, la prévention des maladies et des soins de qualité en cas de maladie. Pour ce faire, les infirmiers spécialisés et les infirmiers en pratique avancée sont formés à la prévention, et ce qui n'est pas à négliger à l'heure actuelle dans la prise en compte du système de santé. Et cela passe également par l'élargissement de la coordination des soins pour le patient.
La vie 140 nous dit également de redonner du sens et de la valeur au métier du soin et aux professions œuvrant dans le champ de la santé, ce qui implique un meilleur équilibre entre le cure et le care. Pour les infirmiers, cela se traduit par une modification du décret de compétences qui est en cours et qui verra le jour d'ici l'automne 2024. Et également l'inscription dans la loi Valetou et la validation en première lecture par l'Assemblée nationale de l'infirmier référent. Ensuite, la vie 140 nous dit qu'il faut avoir une meilleure écoute des différents acteurs, qu'ils soient professionnels de santé et du médico-social ou patients, et ce qui passe par une dynamique plus forte de la démocratie en santé. Pour les infirmiers, c'est important d'avoir une écoute interprofessionnelle, une reconnaissance de chacun des acteurs, qu'ils soient soignants ou soignés. Il faut un travail interdisciplinaire qui soit centré sur le patient, en passant par des collaborations pluridisciplinaires et un lien entre la ville et l'hôpital. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce plaidoyer pour l'interdisciplinarité très utile. Voilà. Je passe la parole maintenant à Géraldine Dalloglio-Brambilla. À vous, Géraldine. Oui, je vous remercie. Pierre. Je voudrais également remercier donc tous les membres de l'organisation de ce cyberéthique de m'avoir convié pour donner mon point de vue. Alors, tout d'abord, je vais me situer un petit peu, me présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je suis donc membre du département universitaire des patients Grenoble-Alpes et c'est à ce titre donc que j'ai été conviée à ce cyberéthique. Je suis également membre de la commission des usagers et aussi membre du comité de protection des personnes en tant que juriste car j'ai exercé la profession d'avocat dans ma première vie. Donc, vous me demandez aujourd'hui de donner à la fois un point de vue de juriste et un point de vue de patient, je dirais plus généralement d'usager du système de santé. Donc, pour ce qui concerne le point de vue du juriste, il va être extrêmement bref parce que je ne vais pas aujourd'hui vous annoncer qu'il faudrait légiférer sur une situation de crise. Nous sommes conscients de cette crise, nous savons qu'elle va probablement durer, mais bien évidemment, il n'est pas question de légiférer car nous avons des outils, enfin vous avez des outils législatifs en main pour, disons, régler ces problèmes, pour essayer de les régler au mieux. Et si la décision de revoir les textes législatifs devait survenir, à mon avis, ce serait forcément a posteriori. Alors, notre système de soins est effectivement régi par différentes dispositions législatives qui ont d'ailleurs été reprises par le docteur Pascal Jalon tout à l'heure. En ce qui concerne effectivement les obligations qui sont mises à la charge des soignants. Et je dois dire que quand on reprend les articles, notamment les articles du Code de déontologie médicale, on ne peut que penser à une chose, c'est à la difficulté qu'il y a effectivement de gérer cette situation de crise qui a existé à l'époque du Covid et qui malheureusement perdure et va probablement perdurer dans les années à venir. Alors, doit-on disons, régler de manière plus précise la question de la priorisation des soins? Je pense qu'elle est malheureusement gérée au quotidien
de la manière dont vous le faites, enfin, je vais dire sur le tas, enfin, l'expression est peut-être un petit peu triviale, mais malheureusement, c'est effectivement ce qui se passe. Vous êtes obligé de vous satisfaire des règles actuelles en les mettant effectivement au service d'une situation qui effectivement est extrêmement difficile pour tout le monde. Alors, doit-on établir, puisque c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, des règles éthiques? Alors, les règles éthiques, elles sont toujours à la marge de beaucoup d'autres considérations, et ces règles éthiques, eh bien, je pense que vous, professionnels de santé, au jour le jour et de façon tout à fait, à mon avis, tout à fait professionnelle et pointilleuse, je pense que vous arrivez à les appliquer, quoi qu'on en dise. Alors, il convient effectivement d'adopter des critères de priorisation qui soient raisonnables, plutôt que de laisser la sélection des patients au hasard, et il faut bien évidemment assurer une meilleure protection de la vie et de la santé au niveau de la communauté. Mais alors là, on est toujours en face, enfin, à mon avis, d'un dilemme. C'est le cas individuel par rapport effectivement par rapport à la communauté dont il faut préserver effectivement le système de soins. Alors je pense que la priorisation est inéluctable. Il faut en définir les contours et les limites, c'est-à-dire la ligne rouge, notamment sur le plan éthique, mais ce n'est pas la juriste que je suis qui va vous donner aujourd'hui une réponse formelle. Je pense que la réflexion s'impose, et d'ailleurs, cela est si vrai que nous en débattons aujourd'hui. J'en viens maintenant au point de vue de l'usager. Alors l'usager, ça sera, disons, en termes génériques, donc le patient, le proche, l'aidant, c'est ce qu'on appelle maintenant la personne concernée. Alors je voudrais vous apporter deux regards de cette personne concernée. C'est tout d'abord la personne concernée qui est face à une situation personnelle de demandeur de soins, et puis l'usager partenaire du système de soins, c'est ce que je représente donc dans le cadre notamment du département universitaire des patients et des différentes commissions auxquelles je participe. Alors la position individuelle du patient ou de son proche face à la nécessité de prioriser. Là, sa position individuelle, elle va être forcément, je vais dire, entre guillemets, peut-être égoïste, en tout cas, elle sera personnelle. Ce n'est pas mon point de vue strictement personnel que j'expose aujourd'hui, en vous parlant de l'usager qui se trouve en face de difficultés dans son parcours de soins, mais c'est le ressenti que j'ai face aux réactions que je constate, soit dans ma vie courante, soit dans les différentes activités auxquelles je me livre à l'heure actuelle. Alors, les inquiétudes des usagers à l'égard de la mise en œuvre d'une priorisation, elles m'apparaissent inéluctables, grandissantes et, il faut bien le dire, pour l'essentiel légitimes. Si la situation actuelle impose que l'on repense notre système de soins, il est difficile de faire admettre à un patient en proie à un problème de santé ou à un de ses proches que l'absence de priorisation peut conduire à la faillite de notre système de soins. Quand on dit à un patient, ma foi, vous avez besoin d'un scanner, mais ce scanner, on peut vous en fixer le rendez-vous que dans 2 mois, il est évident que le patient va penser à la nécessité de faire cet examen et ne pensera pas du tout à la pérennité du système de santé. On peut le comprendre, et je pense qu'individuellement, on réagira tous de la même manière. Donc, il n'est pas pensable de développer devant un patient ou un proche qui sont en face de difficultés importantes sur le plan de la santé, il n'est pas pensable de développer devant eux des considérations éthiques. Imaginez bien qu'ils sont loin de tout cela. Alors, par contre,
on peut quand même envisager d'établir un dialogue sur ce point. Alors vous me direz, oui, c'est sûr que les patients, ils ont déjà tellement à faire, si en plus ils doivent s'occuper de débattre de ces questions devant leurs patients, ça sera une charge supplémentaire, je veux bien l'admettre, mais enfin, quand les patients sont, enfin, disons, demandeurs de soins et qu'ils s'aperçoivent qu'on leur impose des délais qui sont de plus en plus longs, il va bien falloir leur en expliquer les raisons, et j'imagine, et je sais très bien par expérience personnelle, que c'est ce que vous faites, vous soignants ou personnel d'encadrement, ce qui constitue d'ailleurs une charge supplémentaire qui vous incombe. Donc, je pense quand même que si cette priorisation qui devient de plus en plus évidente doit être instaurée, il va quand même falloir définir quand même vis-à-vis des patients et des proches, définir quand même des règles de conduite qui soient un petit peu plus adaptées, sans donner quand même l'impression que tout part à la dérive, parce que je pense quand même, alors là c'est un sentiment très personnel que je donne, je pense quand même qu'il y a de la part, et les médias en sont certainement grandement responsables, il y a quand même un certain défaitisme ambiant qui fait que tout le monde s'imagine que on vit dans le pire des mondes. Et alors j'avoue que j'ai beaucoup de mal à entendre certains propos. Alors, il y a des déserts médicaux, ça c'est certain. Il y a des délais qui sont de plus en plus longs, c'est également certain. Mais quand certaines personnes se permettent de dire qu'on vit dans un pays du tiers-monde, là, je trouve qu'il y a manifestement une exagération. Alors, je reconnais que les patients, et je fais partie d'ailleurs de ces patients, sont nombreux à souffrir d'un sentiment d'injustice. Et cette injustice, finalement, elle est encore, enfin, ce sentiment d'injustice est encore agrandi du fait que les patients ont l'impression qu'ils sont de plus en plus mal pris en charge, alors qu'on leur demande de plus en plus de mettre la main à la poche par une série de déremboursements qui viennent d'ailleurs d'être annoncés comme déjà décidés ou futurs. Et à cela s'ajoute quand même un sentiment qui s'accroît. Bon nombre de patients estiment qu'on est entré dans un système à deux vitesses qui favorise ceux qui ont les moyens de s'adresser au secteur privé. Alors là, ça paraît effectivement extrêmement malsain, parce qu'on est quand même dans un pays où on bénéficie d'un régime de protection sociale qui est quand même hors pair par rapport à beaucoup d'autres pays, et il est quand même regrettable qu'on en vienne quand même à considérer que bien maintenant être bien soigné, finalement c'est une question d'argent. Donc, difficile pour vous, dans ces conditions, de réinstaurer la confiance, alors que le personnel de santé, eh bien, ma foi, est de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis de cette situation. Et moi, en tant que patiente, je remercie ce personnel de santé d'être quand même toujours suffisamment à la hauteur de certaines situations, bien que effectivement il y ait des failles qui soient indéniables. Alors, voici maintenant donc le porte-parole de la position collective. Position collective donc à travers les différentes missions que j'accomplis, puisque je vous l'ai dit, donc j'interviens notamment dans le cadre du département universitaire des patients, également dans la commission
des usagers et également dans le comité de protection des personnes. Donc, c'est un petit peu mon expérience de patient partenaire. Je n'aime pas trop le terme patient expert, donc je préfère le terme patient partenaire. C'est cette expérience qui m'amène à vous donner vous livrer quelques réflexions. Alors, on envisage de redéfinir des règles éthiques, et si on veut les redéfinir, ces règles, eh bien, il faut absolument que la participation des personnes concernées soit effective. La conception de l'éthique est inséparable des droits des patients et de la démocratie sanitaire, et a priori, je prêche des convaincus puisque j'ai été conviée à ce débat. Alors, on peut se référer notamment à la recommandation de l'HAS de juillet 2020, soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire, avec à l'appui de son axe stratégique, faire de l'engagement des usagers une priorité. Alors, je pense que l'engagement des usagers sur les questions éthiques fait tout à fait sens. Si l'on veut que les usagers adhèrent à cette priorisation, encore faut-il qu'ils soient persuadés de sa nécessité, et le meilleur moyen d'y parvenir sera de les faire participer à cette réflexion dans le cadre d'un partenariat, je dirais même carrément dans le cadre d'une alliance. Il faut savoir quand même que des personnes qui sont investies dans ces actions collectives sont des personnes qui sont dotées d'un savoir expérientiel, tiré d'un parcours personnel qui a généré leur engagement dans ces actions collectives. Alors je pense que l'expérience et l'approche de ces personnes sera de nature à enrichir la réflexion et à permettre de mieux cerner cette fameuse ligne rouge à ne pas dépasser. Je vous remercie de votre attention et je suis naturellement disponible pour toute question que vous voudrez bien me poser ultérieurement. Merci beaucoup, Géraldine. C'était passionnant. C'était équilibré, et votre position de juriste, de patient, de représentant des usagers, de patient partenaire, et après que Emmanuel Gomez ait rappelé la nécessité de l'interdisciplinarité, que vous ayez rappelé la nécessité de l'alliance avec l'intervention suivante, qui sera celle de Jean-Étienne Bazin, puisque, entre-temps, j'ai eu François Chapuis qui m'a dit qu'il avait un problème de connexion, et ça va donc probablement intervertir l'ordre de passage. Jean-Étienne, je te donne la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Alors, je parle ce soir avec deux casquettes. Celle d'anesthésiste, enfin de responsable d'anesthésie-réanimation, et donc pour aborder les problématiques de priorisation, notamment en termes de chirurgical et de choix chirurgicaux, et puis celui de co-directeur de l'espace régional Auvergne-Rhône-Alpes, et donc avec un aspect de réflexion éthique. Cet avis 140 du CCNE, pour ceux qui l'ont lu, je pense que tout le monde y a jeté un œil en tout cas, parce qu'il est relativement long, est un véritable fourre-tout où tous les problèmes de notre système de santé sont abordés, de la démoralisation des soignants jusqu'aux problématiques de management et de gestion, le tout au décours de la crise Covid. Et pour moi, il y a une question, il me semble que l'esprit global, et d'ailleurs c'est ce qui est ressorti de tous les commentaires qui ont pu être faits sur cet avis, c'est que de remettre de l'éthique, en fait, de remettre de l'humain au sein du système de santé serait la solution pour que le système de santé aille mieux, que les personnels de santé, médicaux ou paramédicaux, aillent mieux, et surtout que
les motifs pour rester aussi bien dans le système public, privé, aussi bien dans la médecine générale que dans la médecine spécialisée, etc. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment, il y a trop de choses abordées et trop de vœux pieux pour que ça puisse aboutir à quelque chose. Et si on en revient à notre problématique, qui est celle qui nous anime avec Pierre Simon depuis quelques mois, et ce pourquoi on voulait faire ce cyberéthique, c'était celui de la priorisation et celui finalement du refus, si j'ose dire, de l'absence d'accès aux soins dans une certaine partie de la population, aussi bien en médecine générale qu'à l'hôpital, qu'en chirurgie, qu'en médecine ou pour des examens complémentaires, du fait du manque de moyens essentiellement humains suite à la crise Covid, mais qui existait déjà avant, comme ça a été souligné par plusieurs intervenants, et qui pose le problème de savoir quelle santé on propose à nos concitoyens. Et finalement, c'est le grand absent de cet avis du CCNE, c'est qu'avant de discuter les moyens qu'on met, c'est-à-dire avant de discuter le système de santé que l'on souhaite, peut-être faudrait-il, et c'est peut-être ça la démocratie sanitaire, qu'on se mette d'accord tous ensemble sur c'est quoi la santé. Que demande-t-on comme niveau de santé? Pour qui? Pour des personnes âgées, pour des personnes en âge de travailler, pour des jeunes, pour des moins jeunes, pour des handicapés, etc. Et donc, de clairement définir ce que l'on souhaite. Il y a une phrase qui ressort de cet avis 140, c'est doit-on faire au seul motif que l'on sait faire? Et c'est une véritable question. Et ça, c'est une question qui doit sous-tendre, comme c'est d'ailleurs très très bien développé dans l'avis 140, qui doit sous-tendre nos staffs médicaux. C'est pas parce qu'on peut proposer une thérapeutique qu'il faut obligatoirement la pratiquer et la proposer à une personne. Parce que, et comme l'a très bien dit Pascal Jalon au tout début, pendant la crise Covid, personnellement, à ma connaissance, à part peut-être dans le Grand Est et encore de façon très localisée dans le Grand Est, et de façon certaine au niveau de la Guadeloupe, quand il y a eu la troisième vague aux Antilles, il n'y a pas eu de refus de patients en réanimation qui auraient nécessité une réanimation. C'est-à-dire que finalement, les personnes qui n'ont pas été admises en réanimation, c'est de toute façon des personnes qui n'auraient pas bénéficié, ou voire même pour qui la réanimation aurait été plus dangereuse ou plus douloureuse que le bénéfice qu'on pouvait en espérer. Et donc cette réflexion au niveau des staffs, eh bien sûr, elle doit sous-tendre, et c'est le souhait du CCNE de dire il faut remettre de l'éthique. Alors, ma question, c'est pourquoi remettre de l'éthique? Ça veut dire que l'éthique est sortie de nos préoccupations médicales, et dans ce cas-là, c'est grave. Peut-être que, et ça sous-tend, et en tant que responsable de l'enseignement d'éthique au niveau de la fac, à différentes structures, il faut absolument faire beaucoup plus d'éducation à l'éthique de tout le monde, des médecins, des paramédicaux, etc. Ça, c'est un fait, et c'est ce que propose l'avis du CCNE. Mais ma réflexion, elle va au-delà, c'est-à-dire qu'il faut éduquer à l'éthique la population elle-même, et c'est là où intervient la véritable démocratie sanitaire. Il faut que la population réfléchisse sur ce qu'elle souhaite comme niveau de santé. Et après, on mettra les moyens en face. On dit les moyens baissent et on ne peut pas proposer tout à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'équité, mais j'ai aussi entendu parler d'égalité. Mais on ne peut pas imaginer de l'égalité. Ce n'est pas parce qu'on sait faire une greffe hépatique qu'on va la proposer à quelqu'un de 95 ans qui est en insuffisance hépatique. Et ça n'a rien de non éthique, ça n'a rien de discriminatoire que de définir les personnes à qui ça peut s'adresser. On a longtemps raillé le système anglais en disant ils mettent des limites d'âge sur la greffe, des limites d'âge sur la prothèse de hanche, des limites d'âge. On était très très fiers de notre système de santé parce qu'on pouvait proposer tout et n'importe quoi à tout le monde.
Mais est-ce que ça, c'est vraiment éthique? Au contraire, c'est anti-éthique. C'est-à-dire que ça nous impose de ne pas réfléchir et de proposer tout à tout le monde. Là, l'avantage, j'allais dire, je prends le contre-pied volontairement, très provocateur, l'avantage de la pénurie, c'est que ça nous oblige à réfléchir sur quels soins devons-nous faire et pouvons-nous faire pour quelle santé choisie par la population et pas par les médecins. Ce n'est pas aux médecins de choisir le niveau et la définition de la santé pour la population, c'est à la population elle-même de définir son niveau de santé. Je prends un exemple parce que c'est un exemple précis, pratique, qui a eu lieu à la suite de la deuxième vague, ou de mémoire au tout début de troisième vague. On a été obligé de fermer les blocs opératoires et on avait un nombre très très restreint de salles de blocs d'intervention chirurgicale pour proposer aux patients. Bien évidemment, toutes les véritables urgences, les urgences hémorragiques, les urgences cancérologiques, les urgences ça, ne posaient aucun problème. Il y avait peut-être une priorisation dans le degré d'urgence, mais ça c'est facile, c'est notre travail entre autres de réanimateurs et ça on savait le faire. Mais quand on faisait un staff, et parce qu'on disait on n'a qu'une seule salle d'intervention et que l'orthopédiste arrivait en disant mais moi j'ai un patient qui a besoin d'une prothèse de hanche et qui souffre le martyre, qui est sous morphine, qui n'en peut plus, qui a des effets secondaires, il faut absolument l'opérer. Un ophtalmologiste qui nous disait mais moi j'ai quelqu'un qui a une cataracte, qui n'y voit plus rien, qui est aveugle, qui risque de se casser la figure à tout moment et qui va se faire un traumatisme crânien. Et un gynécologue qui nous disait mais moi j'ai une femme à qui il faut que je prélève des ovocytes et qui a suivi tout un traitement hormonal pour arriver à cette date précise et je ne peux pas, parce que ça ne serait pas éthique, parce que chacun y allait de son éthique, de sa spécialité, de dire. On voit bien que on a parlé de priorisation, c'est facile, entre guillemets, avec tous les guillemets, c'est facile de prioriser sur des patients qui ont la même pathologie et puis on peut définir des degrés d'urgence, des degrés d'âge, des degrés de tout ça. Mais prioriser sur des patients qui ont des pathologies totalement différentes, où chacun peut y trouver un sens éthique de l'urgence à le pratiquer. Personne ne peut le faire. Et il n'y a que la sagesse citoyenne, la sagesse de la population, qui doit aussi se rendre compte que si jusqu'à maintenant, on a été dans un pays extrêmement nanti, il n'en est pas de même dans tous les pays du monde. Et parce qu'on imagine toujours l'éthique au niveau de notre nation. Mais si on imagine l'éthique au niveau du monde, ça nous fait largement réfléchir sur les traitements qu'on peut proposer. Faut-il proposer une chimiothérapie de dernière chance, la 10e ligne de chimiothérapie, qui va coûter une blinde? Faut-il mettre quelqu'un en réanimation pour le faire survivre 15 jours de plus alors qu'on ne lui a pas remboursé ses lunettes et ses prothèses auditives pendant toute sa vie? Faut-il... Ça, ce sont des choix de société, ce ne sont pas des choix médicaux, alors qu'on impose aux médecins des choix éthiques sur les priorisations. Et donc, je pense que c'est à nos hommes politiques et surtout à notre société, à nos concitoyens, de définir l'éthique de la priorisation des soins en définissant en premier lieu, ce qui n'est pas mentionné dans l'avis 140 du CCNE, c'est quoi la santé et quel niveau de santé voulons-nous et pour qui? Merci beaucoup. Allô, allô, merci. Merci. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends, mais effectivement, les autres sont déconnectés. Simon nous a quittés. Non, il y a eu une petite interruption, excuse-moi, de 15 secondes, mais là j'ai bien repris. Ça va. Mais à toi la parole, Pierre-Simon. Merci beaucoup, Jean-Étienne. C'était, comme toutes les interventions précédentes, passionnant. La démocratie, santé. Peut-on faire au seul motif que l'on sait faire? Et tes réflexions sur une vision plus large que celle du monde étaient profondément questionnantes. Mais je reviendrai surtout sur la démocratie sanitaire générale.